Vous écoutez Un long chemin. Aïcha, un combat après l'autre. Troisième partie. Il fallait que je choisisse. J'ai fait ce choix-là. Je suis partie. Malgré que j'ai vécu des violences, toutes ces choses, mais la précarité, je l'ai connue quand je suis arrivée et quand je demandais l'asile. Et l'hôtesse dit, c'est ta maman. Il dit, oui, c'est ma maman. Et là, je fonds en larmes parce que je me dis, comment elle a pu me reconnaître? Je suis partie, elle avait 1 an, le jour de ses 1 an. Encore aujourd'hui, je travaille, je suis intégrée, j'ai des collègues, j'ai quelques amis, mais on a toujours ce manque-là cette mélancolie-là. Une autre femme de la famille qui dit, bon, tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans nos cultures. Elle dit, oui, parce que dans notre culture, quand le grand frère décède, et un de ses petits frères peut épouser sa femme. Pour moi, c'est humiliant. C'est humiliant que le frère, même mère, même père, genre le même sang, que l'homme que tu as aimé, que tu as... Ouais. Déjà, la séparation se passe difficilement, tu le perds tragiquement. Et pour moi, c'est une trahison, je le trahis. C'est une trahison, c'est pas possible que je puisse partir avec son frère. C'est pas dans aucun schéma, dans aucun de mes calculs, ce schéma-là, non, il n'existe pas, c'est pas possible pour moi. Lui, non, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, c'est genre une fierté, mon frère, sa femme, je l'épouse pour les enfants. Mais c'est pas par amour, hein, parce que vous le saurez après. Non, c'est pas par amour, c'est juste que pour l'honneur de la famille, pour garder les enfants et le bien, pour que ça reste dans la famille, pour que moi, j'ai pas le plein droit dessus. Donc, ça se passe comme ça. Et ensuite, je commence à nourrir, oui, le projet de partir, de revenir en France, parce que pour moi, c'est le seul moyen d'échapper à ça, de mettre mes enfants à l'abri de l'excision, de toutes ces choses-là. Et surtout de ce mariage que je veux pas. Mon mari est décédé, ça fait pas 2 ans, quoi. Mon deuil, aujourd'hui encore, ça fait plusieurs années qu'il est décédé, mais j'ai encore mal, la douleur, elle est encore là. Donc imaginez. Ma mère, à côté, elle me dit: «Non, ça sera un honneur pour notre famille, pour n'entendre que oui, tu es resté quand même dans la famille». J'ai dit: «Mais ce que moi je ressens, ça compte pas». Et je commence à faire mes papiers en douce. Je commence à faire mes papiers et je rappelle ce même, ami de mon mari qui vit ici. Je lui dis que je veux revenir. Je veux revenir. Faut savoir que il se passe, enfin beaucoup de choses. Avec ma belle-mère, ça se passe très mal. Donc je l'appelle, j'explique un peu, je lui dis: «J'ai envie de revenir en France cette fois, mais cette fois-ci, j'ai envie de revenir avec, mes enfants». Donc il me dit: «Ouh, 4 enfants, ça va être compliqué pour trouver un visa», parce que quand on sait que c'est pour, avec toute la famille, on sait que si tu viens, tu repartiras pas. En fait, eux, ils ont besoin de savoir que si tu arrives en France, tu vas repartir, quoi, les services de l'immigration. Donc c'est compliqué. Il m'a dit: «Même pour, financièrement, pour toi, tout ça, 4 enfants, ça va être compliqué pour toi de» parce que la pension passe par les mains de ma belle-mère avant que je les ai. En plus, quand la pension, je me rappelle
Parce que quand il est décédé, vu qu'il est décédé dans son travail, on a dit que on n'allait pas transformer en pension. Donc, ça allait être le salaire pendant quelques années. Donc, c'était un salaire normal et c'est ma belle-mère qui récupérait. Elle me disait non, fallait qu'on partage. Et ça aussi, il a fallu l'intervention de mon beau-père pour lui dire non, mais tu vois pas qu'elle a deux enfants, elle a un bébé et en plus, elle a une qui va à l'école. Donc, j'avais la pension, mais la pension, elle pouvait pas suffire pour quatre enfants et cinq personnes voyager. Les billets d'avion, tout ça, c'est. Donc, je fais le choix. Je fais le choix parce que ma première fille, elle est excisée. Elle est excisée. Je me dis, il n'y a rien qui presse. Ma dernière fille, elle est bébé. Je sais qu'on ne peut pas exciser un bébé. Celle qui est susceptible d'être excisée, c'était l'avant-dernière. Donc, je fais un choix. Elle me dit, moi, je peux t'aider, mais seulement si tu viens avec le bébé. Genre, tu reviens avec le bébé. Et les autres, si tu arrives et que tu fais tes démarches, tu as tes papiers, tu peux faire un regroupement familial. Je dis non. Si je laisse l'avant-dernière, elle a quoi, 3 ans? Le temps que j'arrive, que j'ai les papiers, que je puisse la faire venir, on va l'exciser. Donc, je laisse le bébé. Je pars avec celle qui a 3 ans. J'avais pas le choix, il fallait que je choisisse. J'ai fait ce choix-là. Je suis partie, mais avant ça, pour revenir au mariage, bah, finalement, on arrive, je m'éparpille. Finalement, pour ne pas perdre bah, l'héritage de mes enfants, parce que la maison appartient à mes enfants, je voulais pas que. Et parce que aussi, j'avais aucune certitude que je pouvais avoir le visa une deuxième fois. J'avais aucune certitude de beaucoup de choses. Je me suis dit, bon, j'accepte, mais il se passe rien. Finalement, il y a toute la famille qui me tombe dessus. Finalement, j'accepte. Après ça, je ne veux même pas en parler parce que c'est l'humiliation. La vie commune, c'est l'humiliation pour moi. La descente aux enfers. Moi, c'est. Voilà. Mais, et ça a duré 6 mois de viol, de maltraitance, de menaces. Je comptais les jours de mon rendez-vous à l'ambassade. Je me suis dit, j'accepte si jamais j'ai pas le visa, bah, je vais rester dedans, je vais me résigner. Mais si j'ai le visa, eh ben, je vais mettre fin à tout ça. Donc, la deuxième fois que je rentre à l'ambassade, personne ne le sait. Par l'ami de mon mari, personne ne le sait. Même mon beau-père, personne. Je fais les démarches toute seule. Je rentre à l'ambassade, je fais le passeport de ma fille toute seule. Je fais toutes les démarches toute seule. Et je rentre à l'ambassade. Le jour de mon rendez-vous, je rentre à l'ambassade. J'avais l'attestation d'accueil, donc ils savaient où je venais. Et en plus, j'étais venue une première fois, j'étais repartie. Donc j'ai le visa. Je crois 4 jours après, on m'appelle pour me dire de venir récupérer les visas. Je prends le billet d'avion. En cachette, je prends le billet d'avion et c'est le jour de mon départ que je dis à tout le monde que je pars. Et ça aussi, je le dis pourquoi? Parce que ma fille, elle était malade, et je leur ai dit que je venais pour les soins de ma fille. Donc pour eux, je venais juste pour un mois et je repartais. Mais sauf que quand j'arrive en France, je repars plus jamais. Je laisse ma fille la plus jeune, je pars le jour de son anniversaire. J'attends quand même parce que je voulais pas qu'elle fête ses 1 an. Je pars le jour de ses 1 an. C'est l'enfer, c'est dur. L'aéroport, je, je suis pas bien. Mais je lui dis, tu le fais pour eux. Tu le fais pour eux, il faut que tu partes maintenant parce que
Plus tu restes dans ce cercle infernal, là, ça va être difficile de réparer les dégâts. Faut que tu partes maintenant. Je pars avec beaucoup de pleurs. Je laisse mes 3 enfants et je laisse la plus petite qui est encore bébé avec ma belle famille, avec ma belle-mère et tout. Bah, pour eux, je reviens dans un mois, quoi. C'est difficile pour moi. Je me suis dit, j'étais une mère indigne, c'est pas possible, on ne peut pas partir, laisser son enfant de pas possible, il n'y a aucune mère qui peut ça. Et j'arrive en France et je vais chez une famille à moi parce que l'ami à mon mari, il est marié, tout ça, je voulais pas, vu que je venais pour rester vraiment, je voulais pas vraiment m'imposer chez lui. Je lui dis non, il me dit non, tu peux venir le temps quand même de soigner ta fille, tout ça. Ensuite, tu choisiras la ville dans laquelle tu veux t'installer. Donc, je viens, je reste un tout petit peu chez lui. Ça se passe très bien. Chaque jour, il me dit non, mais tu le fais pour tes enfants parce que chaque jour, je pleure. Je pleure parce que j'ai laissé mon bébé. Tous les jours, je pleure, tous les jours. Et je me rappelle avant que mon visa n'expire, j'en pouvais plus. J'ai dit, je vais rentrer. Je sais pas si je vais pouvoir vivre enfin, sans elle, quoi. C'est un bébé, elle parlait pas, elle marchait pas, elle marchait à peine. Elle arrivait à faire 2 pas et puis, genre, elle s'asseyait. D'où je lui dis tout, je vais repartir. Ma fille, enfin, ses soins vont se terminer, je vais repartir, je pourrai pas. Il me dit: «Non, mais c'est toi qui vois, mais moi je te conseille de rester. Avec tout ce que tu as vécu, la seule manière de t'en sortir, enfin, en tout cas d'avoir la paix, c'est de t'éloigner de toutes ces personnes-là». Donc il m'encourage, tout ça. Ensuite, je voulais pas aller pourtant enfin, ma mère, elle a des sœurs qui vivent en France, hein, mais je voulais plus avoir de contact avec toutes ces personnes-là qui me parasitent la vie. Faut savoir quand j'ai eu, le bac, je m'étais inscrite au Campus France et j'avais obtenu une admission à l'université. Et donc j'avais une amie de classe, elle avait obtenu le visa. Ensuite, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit: «Oui, viens dans ma ville et au moins ici je pourrais, t'aider à faire tes démarches, je connais un peu plus la ville et j'ai du temps». C'est comme ça, j'arrive chez elle j'arrive chez elle et j'étais pas habituée à vivre, chez quelqu'un, à s'accommoder à la vie d'une personne. En plus, tu as une enfant, qui a besoin d'espace, de jouer. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est beaucoup de remises en question. Est-ce que je vais rester? Est-ce que c'est pas mieux que je rentre? Et à chaque fois, de l'autre côté, on m'appelait: «Oh, tu reviens quand?» Je dis: «Oui, je reviens bientôt». Ma copine, elle me dit: «Oui, si est-ce que tu veux l'exciser ta fille?» J'ai dit: «Non, justement, c'est pourquoi je l'ai choisie elle, pour ne pas qu'elle soit excisée. C'est pour ça que je l'ai amenée elle». Elle m'a dit: «Bah, ici, on peut la protéger comme ça personne ne l'excisera». Donc je lui dis: «OK». À la base, je cherchais pas une protection pour moi. Tout ce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, les violences, mariage forcé, tout ce que j'ai vécu, moi je savais pas qu'on pouvait protéger quelqu'un pour ça. Parce que moi j'ai jamais été protégée, donc je savais pas.
Pour moi, j'étais hors de danger. Je suis arrivée en France. Tant que je suis loin d'eux, je suis à l'abri. Pour moi. Pour moi. Même si encore, ils avaient mes enfants, tout ça. Mais pour moi, j'étais déjà loin d'eux et c'était beaucoup. C'est comme ça, un jour, on était dans sa voiture, elle me dit, «Hey, c'est là-bas.» C'était l'Espada. Elle m'a dit, «Non, moi, je peux pas t'accompagner. C'est là-bas. Tu vois la porte là? C'est là-bas.» Et j'arrive au Spada. SPADA, structure de premier accueil pour demandeurs d'asile. Administration qui enregistre les demandes d'asile. Je rentre. Il y a une dame à l'accueil. Je dis, bah, je viens pour les démarches. Elle me dit, quelle démarche, madame? Je dis, elle me demande si c'est pour me faire enregistrer ou c'est pas un truc comme ça, elle m'a dit. Donc, elle me retourne à notre rendez-vous. Et à ce rendez-vous-là, quand je viens, c'est là, j'explique comme je vous ai tout expliqué. J'explique toute mon histoire. Je me rappelle, la dame, elle m'a dit, mais il faut faire 2 dossiers. Vous avez besoin de protection de votre fille aussi. C'est comme ça, on fait 2 récits. Et puis après, on dirigeait vers vous, le CADA. CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Établissement qui héberge et accompagne les demandeurs d'asile. Et j'arrive au CADA et je vous rencontre, vous et monsieur Philippe. Ensuite, j'ai un hébergement. Bah, c'est un hébergement décent, propre. Il y a rien à dire. Mais sauf que moi, je le dis en toute humilité, hein, mais en fait, malgré que j'ai vécu des violences, toutes ces choses, mais la précarité, je l'ai jamais connue. Je l'ai connue quand je suis arrivée et quand je demandais l'asile. Ouais. Et c'était difficile, c'était. Mais bon, la seule chose qui me faisait tenir, c'est que je sais que je vis dans un pays de droit, dans un pays où je suis libre. Donc, la liberté, pour moi, c'est plus que tout le matériel du monde, quoi. Mieux vaut que je sois dans cette précarité, mais libre, que de vivre dans un palace avec un chauffeur, une femme de ménage, une nounou, et vivre traité comme un animal, quoi. Ma fille, elle me disait tout le temps, elle demandait surtout après sa petite sœur. Elle me disait, oui, mais pourquoi elle est pas là? Maintenant elle est grande, hein, elle a compris. Pourquoi elle est pas là? Pourquoi je la vois pas? On va repartir quand? Au début, je pouvais pas lui dire qu'on va pas repartir. Je lui disais juste, oui, elle va venir, sinon nous, on va partir. À chaque fois, elle disait, c'est l'été prochain, maman, c'est l'été prochain, on va partir. Et chaque été, on n'y allait pas. Quand on a obtenu le droit d'asile, bah, j'ai fait la réunification familiale, j'ai amené sa petite sœur et j'ai vu un réel changement parce que moi, faut savoir, à l'école, souvent, on disait elle était très mélancolique, elle pleurait beaucoup, elle parlait tout le temps de sa petite sœur. Donc pour moi, c'est la première des choses, dès que j'avais le statut, c'était de faire venir ma fille. Donc ma fille, elle arrive, 3 ans. On va la chercher à Paris. Donc elle arrive, et là, on voit sa petite tête, elle arrive avec l'hôtesse et je l'entends dire à l'hôtesse, c'est ma maman. Et là, c'est pas, je peux pas vous expliquer. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. C'est, c'est, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Et l'hôtesse dit, c'est ta maman. Il dit, oui, c'est ma maman. Et là, je fonds en larmes parce que je me dis, comment elle a pu me reconnaître? Je suis partie, elle avait 1 an le jour de ses 1 an. Donc, je fonds en larmes. L'hôtesse me demande mes pièces d'identité pour se rassurer que c'est moi. Et là, je prends sa main, je la porte.
C'est mon enfant, mais je la connais pas, presque, parce que 2 ans sont passés. Alors moi, je suis pas malheureuse, hein, je suis pas malheureuse parce que je vois mes enfants s'épanouir. Elles sont bonnes élèves à l'école en plus. Elles s'épanouissent, elles font du sport. C'est c'est ce que je voulais. Voilà. Je voulais casser ce schéma-là enfin, ce que moi j'ai vécu, je voulais pas que mes enfants vivent la même chose. Donc pour moi, les voir faire tout ce qu'elles veulent faire, j'ai réussi. Je suis heureuse parce que mes enfants, elles s'y plaisent, quoi. Elles aiment la France, elles aiment ici, je les vois heureuses. J'ai tout gagné, quoi. C'est ma plus belle victoire sur la vie, de voir mes enfants heureuses. Pas dans un cercle malsain, toxique, où on va décider pour elles. Et au contraire, aujourd'hui, j'ai même pas envie que, même si un jour elles ont envie de rentrer là-bas, qu'elles y aillent, hein. Moi, je veux qu'elles restent ici, qu'elles vivent ici, qu'elles ne partent nulle part. En tout cas, pas là-bas. Moi, ça a été une longue période de dépression. Dépression, je vais dire refoulée parce que je j'ai pas forcément accepté de me faire aider. Je pense que c'est culturel aussi. Enfin, mais j'aurais pas dû. Donc, j'ai fait une très longue période de dépression et ensuite, juste avant le covid, c'est là je commence à avoir de la pêche et tout. Je rentre en formation, après le covid arrive, il y a tout qui est fermé. Après ça, bon, je faisais de l'intérim quand même, voilà, j'étais dynamique, j'allais travailler, mais c'était des moments où, enfin, je m'isole, pas d'amis, aussi pas de famille. C'est très difficile, hein. On connaît personne. Même quand on travaille, les amis, enfin, c'est juste au travail, après on rentre à la maison, on est seul. On est seul. Aujourd'hui encore, je suis seule, j'ai fait ça. J'ai que mes filles. Ça va, je travaille, voilà, je suis intégrée, à vue d'œil, j'ai pas de problème quand je le vois, mais mon travail, ça se voit pas, mais je suis toute seule et ça, c'est dur. Donc je suis restée, complètement isolée. Bon après le covid, bah, j'ai trouvé du travail, je travaillais par-ci par-là. En tout cas, j'ai toujours eu une vie active, et encore aujourd'hui, je travaille, je suis intégrée, j'ai des collègues, j'ai quelques amis, mais on a toujours ce manque-là cette mélancolie-là. Donc aujourd'hui, oui, je fais un travail que je travaille avec les enfants. Avant ça, j'avais fait d'autres boulots dans lesquels je j'étais pas du tout bien, j'aimais pas ça. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé ma vocation. Je travaille avec les enfants en situation de handicap. Je trouve que les enfants, ils sont vrais, enfin, c'est pas comme les adultes. Ils n'ont pas de filtre, ils sont sincères et ça me fait du bien aussi de m'occuper de gens, de personnes, quoi. J'aime bien ma vie. Bon, oui, c'est vrai. J'ai la paix, c'est le plus important. Ce que j'ai, c'est de la mélancolie, c'est et c'est pas la faute de la France, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon parcours qui fait que, voilà, j'ai pas fait les études que je voulais, j'ai pas eu la vie que je méritais, que je voulais avoir. Alors, hem, dans mon pays, je pense qu'il y a une certaine génération.
tant que celle-ci est encore, je sais pas si je dois dire ça, tant que celle-ci est encore en vie, je pense que ça va être compliqué. Heu, je m'explique. Je pense que ma génération à moi, ou même celle de 10 ans de plus que moi, quand nous serons les plus vieux, ceux qui vont venir après seront épargnés de beaucoup de choses parce que nous, on a vécu ce qu'on a vécu. Je connais beaucoup, j'ai des proches, hein, de ma génération qui ne veulent pas de la vie que nous-mêmes on a vécue. Moi, j'ai des copines, elles veulent pas que leurs enfants vivent ce qu'elles ont vécu. Aujourd'hui, les jeunes de ma génération font un peu ce qu'ils veulent. Ils tiennent pas forcément de la culture, ils se marient à qui ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, un peu plus de liberté même, de s'afficher, de faire beaucoup de choses, hein. Même si c'est le jugement, il restera toujours là. C'est l'ADN même de ma communauté. Le jugement, ce que tu fais, c'est pas bien, non. Je pense que ça va rester, mais je pense que les mentalités vont changer. Par rapport à l'excision, par rapport à, le mariage forcé, ça se fait de moins en moins. Mais les violences sur les enfants, tout ça existe encore, hein. C'est même banalisé. Mais ça se passe même dans les écoles. Les maîtres qui frappent les enfants, oui. Moi, je me faisais taper par mon maître à coups de fouet. En classe, oui, 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 oui. Oui, c'est pas interdit. C'est dans les écoles privées, justement, c'est après ça, je suis allée en école privée, mais dans les écoles publiques, les écoles, ce que vous appelez ici école de la République, le maître a le droit de taper son élève à coups de fouet, et ça se fait encore aujourd'hui. Et ça, juste parce que peut-être t'as pas bien récité ta table de multiplication. Donc la violence, elle est présente même à l'école. À l'école, pour te dire. Donc, il y a qui va sauver qui? Non. Je ne suis pas un cas isolé. Il y a des enfants qui souffrent, qui sont maltraités. Il y a des femmes qui vivent des choses. Ouais, c'est comme ça. Et surtout, les gens, ils connaissent pas leurs droits. Les femmes, elles connaissent pas leurs droits. Parce que la majeure partie de la population, quand même, est analphabète. Et les jeunes filles, même la scolarisation, je vois qu'il y a beaucoup quand même d'associations qui luttent pour la scolarisation des jeunes filles. Donc, de plus en plus de filles sont scolarisées, mais après, certaines personnes, il y a pas les moyens, on les sort de là, on les marie, d'autres pas. Comme moi. Moi, mes parents, ils avaient aucun intérêt à me marier. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, mais juste culturellement, ils l'ont fait. C'est compliqué, c'est un combat qui est encore, à mener. Hem, Ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir, c'est de guérir. Mmh, une guérison. Voilà. C'est de guérir de tous les maux, parce qu'il y a des blessures qui sont encore ouvertes. De guérir et de pardonner. Ben, je veux qu'on se souvienne de moi comme, une femme résiliente. Malgré tout ce que j'ai vécu, je suis très, je me dis toujours que il y a quelque chose de bien qui m'attend. Oui, paradoxalement, des fois, j'ai des envies vraiment d'en finir, mais des fois, je me dis: «C'est pas possible d'avoir une vie aussi chaotique depuis, depuis tout petit». Jusqu'à maintenant, c'est le chaos, chaos, et de finir comme ça, c'est pas possible. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de bien qui m'arrivera, peut-être pas à moi, mais peut-être à mes enfants. Mais je veux juste qu'on se souvienne de moi comme une femme qui a tout fait pour retrouver sa liberté.
qui a pris des décisions qui ont été difficiles pour elle, mais voilà, elle a sa liberté aujourd'hui et personne ne peut lui prendre ça. Merci d'avoir écouté Un long chemin. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner. Merci au Centre social Maryse Bastier pour le prêt de leurs locaux. Et surtout, un grand merci à Aïcha.